mesdames et messieurs. Comme tu l'as dit, Romain, on va continuer de vous donner un tour d'horizon et les perspectives des différents acteurs qui interviennent sur le secteur. Donc aujourd'hui, je vais essayer de dresser un rapide panorama des évolutions en matière de prise en compte du bien-être animal telles que nous, les ONG de protection animale, nous les percevons. Alors j'évoquerai d'abord l'évolution à la perception des enjeux de bien-être animal auprès et par les citoyens et les consommateurs que nous sommes tous, par les politiques également et par les acteurs des filières. Je donnerai ensuite un rapide éclairage sur le rôle des entreprises agroalimentaires dans la prise en compte du BEA, parce que nous travaillons chez CIWF beaucoup avec elles. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus, parce qu'il y aura une session dédiée ensuite. Et enfin, je brosserai une revue assez rapide des évolutions réglementaires, à la fois en France et plus largement dans le monde, de ces enjeux au niveau réglementaire. Alors, en quelques mots, Compassion in World Farming, c'est une organisation pionnière et qui a une vocation universelle à faire progresser le bien-être des animaux d'élevage dès sa création. On a été fondé par un couple d'éleveurs laitiers au Royaume-Uni en 1967. Aujourd'hui, après presque 60 ans d'existence, on intervient avec cette vocation qui est dans notre nom pour faire progresser et améliorer les conditions de vie des animaux d'élevage partout dans le monde, avec un prisme qui était là dès le départ par nos fondateurs, ces éleveurs laitiers, au moment où a commencé un virage quand même très très prononcé qu'on a pu entrevoir ce matin sur les conditions d'élevage des animaux. Avec cette conviction qu'il fallait avoir un prisme pragmatique pour faire progresser le bien-être des animaux d'élevage, et en étant capable aussi de travailler avec tous les acteurs qui sont impliqués dans ce sujet-là, de façon à avoir des progrès concrets et sans s'interdire évidemment de dénoncer l'inacceptable sur des systèmes de production en particulier où la souffrance animale est associée à certains systèmes. Alors notre organisation a un positionnement welfariste aujourd'hui, donc elle est présente et elle agit dans une vingtaine de pays, avec des bureaux également en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud, des représentations en Amérique latine. Moi, je dirige le bureau français depuis 3 ans maintenant, et notre organisation agit en France depuis plus de 15 ans. On a fêté notre 15e anniversaire l'année dernière. On est une ONG welfariste parmi d'autres qui sont membres du LIT Ouest-RL, et notre logique, ces organisations, est de travailler et d'être partenaire pour améliorer durablement les conditions d'élevage des animaux, mais aussi de transport et d'abattage. Notre champ d'action chez CIWF, c'est d'informer et de mobiliser l'opinion publique. On pense que c'est important pour pouvoir faire progresser ces sujets-là, que l'ensemble des citoyens et des consommateurs que nous sommes soient mieux informés. On influence aussi, on essaye de convaincre les acteurs publics par des actions de plaidoyer. On appuie cela sur des évidences, on est vraiment ancré dans la science et ce que peut apporter la science. Et c'est bien d'avoir commencé par un retour sur les aspects académiques séjournés aujourd'hui, pour pouvoir créer des ressources pédagogiques pour accompagner les différents acteurs. Et enfin, un dernier point, on a un programme agroalimentaire, j'en toucherai quelques mots, pour travailler en direct avec les acteurs de l'aval, mais aussi de l'amont, pour faire progresser les cahiers des charges et faire progresser leurs pratiques dans une logique d'accompagnement. Donc notre vocation, c'est vraiment d'être partenaire des acteurs du monde agricole pour faire progresser les pratiques. Alors, si je me penche sur l'évolution d'abord des enjeux de bien-être animal au niveau de l'opinion publique, les citoyens, les attentes, elles sont fortes et elles sont en croissance, elles sont mesurées depuis longtemps. Au niveau européen, les résultats de l'Eurobaromètre qui montrent des chiffres très élevé d'adhésion au fait que les animaux d'élevage devraient être mieux protégés. Vous voyez la progression en France entre 2016 et 2023. 92% des Français pensent que ces animaux doivent être mieux protégés. Elle s'étend aussi à des espèces qui sont peut-être un peu moins familières, un peu plus éloignées de nous en tant qu'humains, parce qu'aquatiques, mais c'est aussi une préoccupation qui existe, qui est mesurée et qui progresse sur ces animaux-là.
Alors du côté des consommateurs, parce qu'on dit souvent les citoyens, les consommateurs, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes, on est tous un peu schizophrènes. Si on est dans un bureau de vote ou dans un supermarché, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes préoccupations qui nous viennent. Mais au niveau des consommateurs, la difficulté, c'est aussi que l'information sur ces enjeux de bien-être animal n'est pas toujours très accessible. Mais quand on la rend accessible, comme c'est le cas sur les œufs, on voit bien qu'il y a une progression qui est inéluctable, ici sur la progression de la consommation des œufs hors cage en GMS, sujet sur lequel il y a une obligation de communication et une information qui est claire et qui est connue du public. On voit bien qu'il y a des transitions, c'est un sujet qui préoccupe les gens et sur lesquels ils sont prêts à changer leur comportement dans la mesure où ils ont une information claire. Aujourd'hui, les œufs hors cage sont passés en dessous de 20% de part de marché. On a les œufs plein air qui, même depuis la crise qu'on a eue et la crise inflationniste, remontent par rapport au bio qui est souvent à des cahiers des charges qui sont extrêmement intéressants sur le plan du bien-être animal, mais qui ne sont pas nécessairement bien valorisés et bien communiqués aux consommateurs. Évidemment, il y a un effet prix aussi là-dessus, mais voilà, le consommateur, et l'exemple des œufs est vraiment emblématique de cela, dès le moment qu'il a l'information, il ajuste son comportement, et ce comportement-là va vers des logiques plus vertueuses de consommation, celles que nous, chez CIWF, nous souhaitons voir se développer. Chez les politiques, maintenant, comment les enjeux de BEA se sont installés, j'ai envie de dire, d'abord beaucoup plus lentement. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu un sujet incontournable dans les discours et dans les promesses des politiques. Au niveau national en France, on a vu vraiment un changement, j'ai envie de dire, qui a été issu d'un certain nombre d'images qui ont pu être montrées, notamment dans les abattoirs, une prise de conscience de l'opinion publique et une prise en compte qui est devenue nécessaire, incontournable pour les acteurs publics. Ça a amené notamment à une stratégie nationale sur le bien-être animal qui a été mise en place 2016-2020. Aujourd'hui, cette stratégie, c'est vrai qu'elle devait appeler logiquement une nouvelle stratégie pour une nouvelle période. On l'attend un petit peu au niveau français. Il y a eu quelques avancées en France et qu'on peut saluer sur la limitation qui concerne le broyage des poussins, sur la castration à vif des porcelets. Mais on en attend plus, évidemment. Et en parallèle de cela, au niveau européen, il y a des engagements qui se sont mis en place. La Commission européenne a mis en place, dans sa précédente mandature, la stratégie de la ferme à la fourchette. Un engagement fort suite à l'initiative citoyenne européenne sur la fin des cages de la part de la Commission. C'est un sujet d'ailleurs qui va revenir, nous l'espérons, à l'ordre du jour. La semaine prochaine, on espère des annonces par rapport au programme de travail de la Commission européenne sur ce sujet. Un peu plus proche de nous, le dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture a aussi, dans ses conclusions, mis en avant la nécessité d'accompagner la transition et la transformation de nos élevages et de mieux intégrer les questions de bien-être animal, les questions de durabilité aussi. Ça rejoint, je pense, aussi ce qui nous a été décrit par Hervé sur avoir ces enjeux de BEA et de durabilité dans les prochaines années pour le Lituesterel. Donc ce sujet au niveau des politiques, je veux dire, est devenu incontournable, des discours, des promesses, des engagements. Pour nous, ONG de protection animale, il est important que ça se traduise dans les faits, dans des réglementations, dans des accompagnements aussi, des transformations qui sont nécessaires pour continuer à faire progresser le bien-être animal. Je reviens sur la préoccupation des citoyens et des consommateurs que nous sommes. C'est une préoccupation qui est universelle. Elle croît, vous l'avez vu tout à l'heure, en Europe, mais l'Europe ne constitue pas une exception de ce point de vue-là. Il y a une étude de Sinclair qui a été faite dans de nombreux pays à travers le monde avec une méthodologie robuste qui permettait d'accéder dans des contextes socio-économiques et culturels qui sont très variés dans les différents pays où cette étude a été menée, pour pouvoir poser des questions aux personnes sur leur prise en compte des enjeux de bien-être des animaux d'élevage. Et les résultats, vous les voyez là sur beaucoup de pays. Cette préoccupation, vous la retrouvez dans différents contextes socio-économiques, dans différents contextes culturels et dans différents contextes vis-à-vis des régimes alimentaires qui peuvent exister dans ces différents pays. Donc l'Union européenne, donc on voit là les résultats ici,
issu de l'Eurobaromètre, hein, donc le chiffre pour l'Union européenne, c'est le chiffre qui est issu de l'Eurobaromètre, mais on voit bien qu'on s'inscrit, bien sûr, dans les pays qui ont commencé, qui ont été pionniers pour la prise en compte de ces sujets-là en termes de consommation, mais je voudrais ici tordre un peu une idée sur la question de l'Europe un peu forteresse, assiégée, etc., de toutes parts, qui serait la seule à se préoccuper de ces enjeux. Ça n'est pas vrai. Ces enjeux de bien-être animal, ils existent partout dans le monde. On n'a pas le même rapport à l'animal si on vit en France ou ailleurs dans un autre continent, mais cette préoccupation, elle existe partout, et on verra tout à l'heure qu'elle est aussi prise en compte par des acteurs du côté de la production, parce qu'ils sont face à cette réalité aussi. Si je parle maintenant de l'évolution des postures en France, on travaille chez CIWF, je le disais tout à l'heure, dans une logique de partenariat, et on a vu évoluer aussi les postures depuis 10 ans. Du côté des partenariats, on voit que ce sujet du bien-être animal en élevage, il est de plus en plus présent. On travaille avec des partenaires ONG au travers de multiples collectifs. Et la question du bien-être animal dans le traitement de l'élevage, dans des enjeux agricoles par d'autres ONG, des ONG environnementales, des ONG qui travaillent sur le domaine de la santé, des ONG, des associations de consommateurs, on voit de plus en plus d'intérêt et de croisement de ces problématiques. Le bien-être animal est souvent au croisement de multiples problématiques et les partenaires associatifs avec lesquels on travaille, on voit, intègrent de plus en plus ces questions. Vous avez là un rapport qui a été présenté par la Fondation pour la Nature et l'Homme à l'Assemblée nationale la semaine dernière, ou il y a 10 jours, 2 semaines maintenant, sur la filière porcine. Et dans cette analyse, qui est une analyse économique, enfin avec beaucoup de facteurs, la question du bien-être animal est intégrée dans cette analyse et FNH est un partenaire avec lequel nous travaillons de plus en plus sur ces sujets, au croisement des enjeux d'environnement et des enjeux de bien-être animal. Avec les pouvoirs publics, on voit aussi que les pouvoirs publics ont pris en compte cette nécessité avec des consultations, des instances qui travaillent sur le sujet et qui développent des avis à l'ANSES, au CNA, au CESE. Ces questions de bien-être animal ont fait l'objet d'un certain nombre de travaux, de publications, d'avis, de positions. Et avec les professionnels, on a amorcé depuis 2017 un certain nombre de dialogues sur la base volontaire, d'identifier des sujets autour desquels on souhaiterait voir évoluer des pratiques. On a travaillé avec les filières en bovin lait, en bovin viande, sur des sujets qu'on jugeait communs, sur lesquels il nous semblait important de pouvoir faire progresser les pratiques. La question du développement du zéro pâturage sur le bovin lait, ça nous a conduit à une plaquette et un consensus que l'on a signé en 2020. On a travaillé aussi avec la NICAP sur la question de l'accès extérieur pour les chèvres, avec le CLIP, l'initiative Living Lab Lapin, des projets d'innovation. Donc voilà, les interprofessions se sont ouvertes à ce dialogue, nous le saluons. C'est un dialogue qui est long, qui est complexe, parce que les filières et les interpros sont elles-mêmes une diversité d'enjeux, d'acteurs, de cultures, et arriver à faire avancer tous les gens dans une direction qui nous paraît souhaitable n'est pas toujours facile. On a un travail avec le CNIEL aussi sur le logement en groupe des jeunes volaitiers qui a abouti à un document commun, mais dont la communication doit maintenant se transformer par un accompagnement du développement de ces pratiques au niveau des professions. Ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, on voit qu'il y a une ouverture, et cette ouverture peut conduire à des dialogues fructueux. Je vais passer maintenant au rôle des entreprises. Je vais passer rapidement là-dessus, puisque vous aurez une présentation dédiée à ce sujet. Donc, je vous le disais, on a une équipe agroalimentaire qui travaille de concert avec les acteurs entreprises en France et partout dans le monde. Notre équipe travaille avec les acteurs en France, mais on a des collaborations avec des acteurs de l'agroalimentaire partout dans le monde. On a des trophées du bien-être animal qui ont été développés depuis 2007 par notre organisation au niveau global. Et on récompense des acteurs engagés avec des innovations, avec des engagements de nouvelles pratiques, des cahiers des charges qui progressent chaque année. Ces trophées sont un moyen aussi de valoriser et de montrer qu'il y a des entreprises qui voient un atout à avoir cette intégration du bien-être animal dans leurs pratiques.
On travaille aussi sur des projets pilotes, sur des bonnes pratiques. On a travaillé avec Danone sur un programme et un guide de bonnes pratiques pour l'auto-évaluation par les éleveurs qui sont engagés avec Danone sur leurs pratiques. La politique de bien-être animal de Carrefour également, nous avons contribué à un travail sur la prise en compte du bien-être animal par Carrefour dans ses pratiques. Un exemple de consultation, également des contractualisations. Il y a Système U, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, sur la démarche de contractualisation avec la filière bio sur le porc bio, et des projets d'innovation. Lapin et bien, on a travaillé beaucoup à une recherche-action pour développer des systèmes hors cage pour les lapins. Donc les entreprises, elles sont engagées, et je dirais que ça a commencé depuis 2010. On voit un engagement des entreprises pour innover, pour dégager de nouvelles marges pour faire progresser le bien-être animal et valoriser cela auprès des consommateurs. Je mentionne enfin l'étiquette bien-être animal. On a cofondé cette association étiquette bien-être animal qui aujourd'hui a démarré sur le poulet de chair et qui se déploie en porcin, et on travaille sur de nouvelles espèces pour que le consommateur y ait une visibilité, parce que c'est un enjeu, et je finirai d'ailleurs ma présentation là-dessus, une visibilité auprès du consommateur de qu'est-ce qui peut, quand il y a une progression sur le bien-être animal, comment est-ce que le consommateur, on le lui rend visible. J'ai ouvert ma présentation sur les œufs. On voit bien l'impact de la compréhension par le consommateur dans son comportement. Et l'étiquette bien-être animal, c'est ça notre volonté, c'est de rendre visibles les bonnes pratiques pour que le consommateur ait envie de se diriger vers ces bonnes pratiques et soit prêt à payer le juste prix pour cela. Alors sur le hors-cage, les œufs, c'est vrai, on peut ouvrir la voie. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont déjà 100% hors-cage sur les œufs. On a chez CIWF, notre équipe agroalimentaire, on a un système annuel qui s'appelle le Egg Track qui nous permet de suivre les engagements qui ont été faits par les entreprises de sortie des œufs cages, année après année, et de pouvoir montrer comment les entreprises tiennent leurs objectifs ou parfois peuvent être en retard, et de pouvoir mettre aussi en lumière le fait qu'elles ont besoin de faire ce qu'elles avaient promis et ce qu'elles s'étaient engagées à faire. La transition, elle est largement visible à l'échelle nationale aujourd'hui. En France, on a divisé par 3 entre 2015 et 2025 la proportion de cages dans les approvisionnements et la commercialisation. La filière elle-même a formulé un objectif d'atteindre 10% d'ici 2030, et on espère que cet objectif sera atteint et pourquoi pas dépasser. Je disais que la Commission allait sortir son programme de travail la semaine prochaine. On aura peut-être sur ce sujet un peu plus de visibilité sur ce qui nous attend dans les 2 ans à venir. Sur le poulet de chair, c'est un peu plus compliqué. On a un chicken track qui nous permet de voir comment d'encourager les entreprises à s'engager dans la transition vers le Better Chicken Commitment. Alors, il y a plus de 400 engagements de Better Chicken Commitment en Europe. Il y en a 138 en France. Donc, les entreprises agroalimentaires françaises sont vraiment des acteurs importants et engagés sur cette transition. On a travaillé d'abord avec la distribution sur ce sujet, avec des engagements forts des acteurs de la distribution. Aujourd'hui, l'amont s'y met aussi. Il y a LDC a communiqué sur ces engagements récemment. Et donc, je dirais le contexte est un peu plus challenging par moment. Il y a des promesses qui sont faites, mais qui ne sont pas encore au rendez-vous nécessairement. Il y a des enjeux, il y a des défis aussi pour s'assurer un sourcing et avoir accès à tout ce qui est prévu par les distributeurs. Mais il est vraiment important de signaler que voilà, sur le poulet de chair, le Better Chicken Commitment, il est en route, les engagements sont là. Ils peuvent être un petit peu difficiles sur un certain nombre d'acteurs ou de géographies, mais il ne faut vraiment pas lâcher là-dessus. Et je remets dans ce contexte l'étiquette bien-être animal, où on a commencé à travailler sur le poulet de chair. Aujourd'hui, on a 6 distributeurs qui ont du poulet Better Chicken ECC en rayon. Ils sont reconnaissables par l'étiquette de niveau C, bien-être animal. Donc, voilà, j'ai envie de dire, le train est en marche et il faut surtout pas fléchir dans ces engagements. Voilà, pour les entreprises, c'est important parce que c'est par les entreprises que l'on peut matérialiser auprès du consommateur des produits mieux-disants et ainsi développer la consommation de ces produits. Au niveau réglementaire, bon, ça a été déjà évoqué par les autres membres, on a une réglementation dont le cadre a plus de 20 ans aujourd'hui.
Elle a été développée progressivement sur différentes espèces et sur les sujets du transport ou de l'abattage. Mais cette série de directives, elle est aujourd'hui, je ne dirais pas obsolète, mais elle a besoin d'être mise à jour. Et donc, c'est au programme de la Commission européenne et on espère que ces mises à jour vont se déployer rapidement pour donner de la visibilité aussi aux acteurs des filières. Je voudrais juste, en un mot, un peu tordre le cou au mythe de l'inflation réglementaire. En ce qui concerne le bien-être animal, on ne peut pas parler d'inflation réglementaire parce que finalement, depuis ce cadre qui a été posé maintenant il y a plus de 20 ans, il n'y a aucune loi au niveau national sur le bien-être animal en élevage qui a été produite. Il y a eu quelques avancées que l'on salue avec Egalim, un décret pour l'interdiction de la mise en production de nouveaux bâtiments de poules pondeuses en cage, 2 décisions réglementaires sur l'interdiction partielle de l'élimination des poussins mâles et sur l'arrêt partiel de la castration à vif des porcelets. Mais plus récemment, on a une régression du cadre réglementaire pour l'élevage sur la facilitation et les normes ICPE avec des seuils relevés, avec pour nous les risques d'une dérive vers un modèle plus industrialisé qui est un système dans lequel, on le sait, le bien-être animal est plus difficile à atteindre. Voilà, le réglementaire, j'ai envie de dire, aujourd'hui, a besoin d'un nouvel élan et qui donnera de la visibilité pour continuer à accompagner des transitions. Le déploiement des engagements par les entreprises que j'évoquais tout à l'heure, il est quand même limité et fragile, puisque si on regarde, et c'est ce qu'on a fait dans un rapport qu'on a sorti l'année dernière, l'évolution de nos élevages, on a quand même eu ces 10 dernières années une intensification de l'élevage en France, des élevages qui grandissent avec plus d'animaux. Et du côté de la consommation du mieux a été en chute. On a évoqué les défis autour du bio, et ça peut être des défis aussi autour de la valorisation des avantages du bio. Et il y a un vrai avantage sur le bien-être animal qui est peut-être insuffisamment mis en avant côté bio. Et on a aussi des augmentations sur de la consommation de poulet de chair standard qui posent question. Sur les engagements des entreprises, je l'évoquais, on a une fragilité qui peut menacer les éleveurs qui se sont engagés les premiers. Donc c'est vraiment important, quand il y a un mouvement comme ça de fond qui se met en place, de ne pas lâcher en cours de route, parce qu'il faut pouvoir laisser aux premiers acteurs le retour sur investissement finalement de cet engagement qu'ils ont eu. Je vais terminer en évoquant le fait, je disais tout à l'heure que les consommateurs, qu'on a une préoccupation universelle sur les questions de BEA, la dynamique des entreprises hors de l'Union européenne, elle est là, nous la voyons. Je parlais des trophées agroalimentaires sur le bien-être animal qu'on remet chaque année. L'année dernière, c'était à Paris pour les 15 ans de notre organisation. Nous avons des lauréats internationaux en Inde, en Thaïlande, au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, qui ont intégré dans leur cahier des charges, dans leur façon de travailler, ces enjeux de bien-être animal. Vous avez voilà, quelques exemples ici sur le Brésil. On caricature parfois le Brésil, et c'est vrai qu'il y a des productions en masse, de volume, etc. Mais il y a aussi de la qualité qui se développe dans ces pays-là. Les consommateurs sur place sont aussi demandeurs de cela. Et il ne faut pas que l'Europe se voie comme une forteresse, mais il faut continuer à être les acteurs qui innovent et qui gardent un peu d'avance. Il faut continuer à investir dans ces sujets-là parce que les autres pays le font, les entreprises de ces autres pays le font. Et les consommateurs dans ces autres pays l'attendent également. Au niveau intra-européen, on a aussi une concurrence. Je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, mais je disais qu'en France, depuis 20 ans, on travaille un peu sur la base de la réglementation européenne. Et pendant ce temps-là, il y a des pays en Europe qui ont mis en place, sur le sujet des cages par exemple, des législations au niveau national qui ont poussé les acteurs dans ces pays-là à avancer et à être déjà prêts sur une future réglementation qui viendra au niveau européen. Et pour ce qui concerne l'environnement alimentaire et ce qui se passe chez les distributeurs, il y a également des innovations. On vous en donne une ici aux Pays-Bas, ou sur des engagements sur les poulets issus de filières BCC, sur le rééquilibrage des protéines. Il y a des mouvements chez les distributeurs dans d'autres pays, comme ici aux Pays-Bas. Et on sait que c'est un élément clé, l'environnement alimentaire, et c'est là-dessus que je voudrais juste terminer avant ma conclusion. L'environnement alimentaire dans lequel le consommateur fait ses choix, c'est là, finalement, que les transitions s'opéreront. Ce qui est fait aux Pays-Bas va dans ce sens-là. Et sur ces sujets de la consommation, il y a un peu le mythe du consommateur, et on a, en France, une frilosité sur le fait d'aller
travailler sur l'environnement alimentaire et sur les choix que font les consommateurs et sur les informations qu'on leur donne. Or, c'est ici que c'est dans cette offre et cette clarté dans la présentation de l'offre auprès des consommateurs que les transitions se feront. D'autres pays l'ont compris et l'accompagnent. On est, en France, trop timide là-dessus. On l'a vu sur la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat. Sur les questions de réduction de la consommation de viande, il y a eu beaucoup de résistance. Sur les questions de la publicité autour des produits, il y a beaucoup de résistance aussi. Et c'est en travaillant sur ces sujets-là qu'on peut anticiper des transformations qui, de toute façon, sont déjà à l'œuvre dans la tête des consommateurs. Voilà, alors je conclurai rapidement en disant que depuis 10 ans que nous travaillons sur ces sujets, on voit des évolutions positives, des perceptions de l'enjeu du bien-être animal. C'est un sujet aujourd'hui qui est incontournable. Il y a des pratiques plus respectueuses qui se sont développées, on l'a entendu d'éleveurs eux-mêmes, de tous les acteurs qui m'ont précédé. Des limites dans le déploiement réel qui sont vraiment un sujet important sur lequel il faut pouvoir continuer à accompagner ces transformations. Un manque de vision moyen terme ou long terme pour un passage à l'échelle, et je pense que là, les pouvoirs publics ont un rôle, les régions ont un rôle, enfin tous les acteurs autour de cet écosystème ont un rôle pour donner un cap et accompagner ces transformations. Il ne faut pas que ces hésitations ou ces rétractations face à des crises, face à des difficultés qui sont là et qui se multiplient, puissent mener à des reculs, parce que pendant ce temps-là, ailleurs dans le monde, les autres acteurs avancent sur le sujet. Et ces reculs, ils seraient défavorables à l'élevage français le plus vertueux si on ne fait pas en sorte de passer la marche et d'aller à l'étape suivante. Donc voilà, notre rôle, c'est un peu équilibriste entre l'accompagnement, la valorisation de toutes ces initiatives et l'alerte aussi, ce que j'essaye de faire dans ma conclusion, sur le fait que voilà, il faut une vision, il faut continuer à avoir de l'ambition là-dessus, parce que la concurrence, c'est pas uniquement par le prix et par les aspects économiques qu'on va l'adresser, c'est aussi par la prise en compte de choses que d'autres acteurs dans d'autres endroits du monde ont déjà prises en compte sur les questions de bien-être animal. Je vous remercie. Merci beaucoup Yvan. On a le temps pour une question super courte et une réponse hyper courte aussi. Merci Damien Craex de Reden. On parle beaucoup dans cette présentation des efforts pour améliorer le bien-être animal en France. Je voulais savoir si pour vous, en tant qu'ONG, le mal-être ou le bien-être animal importé était aussi un lieu d'investigation, puisque finalement, à chaque fois qu'on fait des efforts, on est toujours mis en concurrence opérationnelle et économique avec des importations qui nous viennent d'ailleurs. Est-ce que pour vous, c'est un cheval de bataille aussi ? Vous savez, ce challenge qu'on a en France, il existe partout. Hein. J'ai envie de dire, l'éclairage que l'on peut porter sur le sujet, il n'est pas plus exacerbé en France que dans d'autres pays. Donc, je ne sais pas si j'ai compris le sens de votre question, mais ce n'est pas uniquement les ONG qui, en France, pourraient mettre la focale sur le sujet et on serait plus sujet à cette difficulté en France qu'ailleurs. Ça existe, voilà, des investigations, il y en a dans tout un tas de pays, si c'est le sujet que vous évoquiez. Et la prise de conscience du public sur ces sujets, elle existe ailleurs qu'en France. Et donc, non, mais je crois qu'il faut continuer à avancer dans ce contexte. Il y a parfois des aiguillons qui viennent ici le faire, je le disais tout à l'heure. Je pense que c'est... Tout à l'heure, ça a été dit, le public, il a envie de consommer mieux, mais il est perdu sur comment il peut le faire. Donc je crois que c'est le rôle des acteurs de leur donner cette information et d'en faire un avantage et de le valoriser. C'est-à-dire que si on fait que la moitié du chemin et qu'on ne va pas jusqu'au consommateur dans son environnement alimentaire pour l'aider à faire ses choix, on perd une opportunité. Une autre question ? Alors rapidement, en fait, parce que vous évoquez l'histoire de la taille des élevages dans le contexte bien-être animal. En quoi, objectivement, c'est négatif ou c'est positif ? Parce qu'on a une évolution quand même qui va dans le sens d'augmentation, je pense, plus pour des raisons démographie des éleveurs aussi, et puis en rapport avec aussi les conditions de travail que les éleveurs veulent demain.
Oui, ben vous l'avez bien montré tout à l'heure, hein, le triptyque entre les aspects économiques et les conditions de travail et le temps passé autour du sujet BEA, c'est autour de ce triptyque qu'on trouve des solutions. Nous, on a un document qui a été développé par notre responsable de la recherche sur ce sujet. C'est pour nous, le potentiel de bien-être animal des élevages le plus grand ne sera jamais... Je parle bien du potentiel, c'est-à-dire que la taille des élevages va conditionner un potentiel qui sera toujours plus bas que ce que l'on peut obtenir dans des élevages de plus grande taille. Bien sûr que la conduite et le management sont des éléments importants, mais quand vous avez un ratio entre nombre d'animaux et nombre d'humains qui sont en interaction, qui va dans des échelles qui sont plus les bonnes, on ne peut pas avoir un potentiel de bien-être animal très élevé dans ces systèmes-là. Donc c'est le point qu'on voulait mettre en avant. Et puis la question des densités aussi, je pense qu'il ne faut pas l'occulter. D'ailleurs, il y a même l'EFSA a écrit des papiers là-dessus. La question des densités est une question aussi centrale, je pense, sur un certain nombre de types d'élevage. Voilà des éléments qui vont contribuer au débat de demain. Une dernière question, celle du président. On ne peut pas la refuser. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, en gros, ça tombe sur toi, si j'ose dire. Depuis ce matin, en fait, on est très franco-français, y compris dans les définitions de Xavier, etc. Et donc, la question par rapport à ce que fait CIWF, pourquoi vous ne faites pas directement ça au niveau européen ? On le fait, on a un bureau de représentation à Bruxelles qui fait tout son possible pour influencer la discussion. L'Europe, c'est pas qu'à Bruxelles que ça se décide, c'est les États membres donc il faut, en fait, quand on agit nous à l'échelon européen, on le fait à la fois à Bruxelles avec la Commission, les parlementaires, etc. Mais on se doit, et c'est notre rôle aussi, et notre bureau français, nos collègues aux Pays-Bas, en Pologne, en Italie, etc. On se doit d'influencer les États membres parce que ils sont au final ils ont une responsabilité importante dans la manière dont on peut faire évoluer la réglementation au niveau européen. Donc c'est toute la difficulté, j'ai envie de dire, c'est d'encourager les États membres à être porteurs d'une ambition européenne qui est partagée. Je suis passé très vite tout à l'heure sur la réglementation, mais en Autriche, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, il y a des réglementations qui sont mises en place sur un certain nombre de sujets. Ils ont anticipé des choses qu'ils voient comme étant de toute façon l'orientation que l'Europe prendra. Et malheureusement, l'Europe, c'est encore beaucoup comment on essaye de dégager un avantage compétitif par rapport aux autres États membres. Ça ne devrait pas être ça. On doit fabriquer ensemble un destin commun et pas être juste dans comment est-ce que je défends ma vision nationale sur ma spécialisation ou le sujet sur lequel je pense je vais avoir un avantage sur les autres pays au sein de l'Union européenne. Voilà, c'est pas facile de faire avancer ces sujets-là, mais on voit que d'autres États membres sont plus stratèges, j'ai envie de dire, dans la façon dont ils envisagent l'évolution au niveau national de leur stratégie agroalimentaire et d'élevage, et la façon dont ils vont pousser le réglementaire au niveau européen, ou anticiper ce qui va pouvoir venir au niveau réglementaire au niveau européen. Nous, on est parfois un peu sur le pied sur le frein en disant on va accélérer juste sur ça et ça parce qu'on a l'impression qu'on va s'en sortir mieux là-dessus. Il faut être plus stratège, je crois. Merci beaucoup, Yvan, qu'on peut applaudir.